À 23h17, Dar es Salaam a brusquement disparu d'Internet mondial. Pendant 7 minutes, la capitale tanzanienne, réputée stable depuis 60 ans, a basculé dans un noir numérique total que personne n'avait prévu. Ce qui ressemblait à une simple panne a soudain révélé à quel point un pays présenté comme modèle de paix peut, en une poignée de secondes, découvrir sa blessure la plus profonde. Dans ce silence fabriqué, que signifie vraiment cette coupure pour les jeunes du continent qu'observe Ibrahim Traoré et pour l'Afrique entière qui commence à retenir son souffle? Dans les prochaines minutes, la vidéo replacera Dar es Salaam dans une carte beaucoup plus large que la Tanzanie. Le spectateur comprendra ce que cette coupure change pour l'Afrique entière. La panne devient un stress test de la liberté. Car une panne d'Internet n'est pas seulement un incident technique. C'est un test brutal de qui contrôle la respiration d'un pays, qui décide quand une société doit se taire, quand une génération doit attendre. À partir des données, des témoignages et des scènes déjà évoquées, le récit suivra pas à pas la nuit où le gouvernement a choisi le silence, puis les heures où les jeunes ont commencé à lui répondre. Ce qui est en jeu dépasse un seul scrutin. Il s'agit du droit, pour des millions de jeunes Africains, de ne pas voir leur avenir débranché à volonté. Et derrière Dar es Salaam, c'est toute une question qui se lève pour la région. Si l'on peut couper la connexion en un clic, que reste-t-il de la démocratie ? Pendant 7 minutes, une capitale entière a disparu des cartes numériques, tandis que des bureaux de vote prenaient feu à l'aube. En Tanzanie, pays célébré depuis 60 ans, comme le cœur calme de l'Afrique de l'Est, cette nuit-là fut le premier aveu chiffré d'une fragilité soigneusement cachée. Avant le blackout, Dar es Salaam n'était qu'un exemple de stabilité. Pas de coup d'État, pas de guerre civile, un récit officiel fait de paix disciplinée. Après ces 7 minutes et la chute de plus de 90% du trafic mesuré par NetBlocks, la même ville s'est découverte dépendante d'un câble et d'un mot d'ordre. Les écrans qui se rallumaient ne montraient pas des excuses techniques, mais les flammes des bureaux de vote de Kimara, Kinondoni et Obungo, filmés à la hâte par des téléphones encore connectés. Les autorités parlaient de panne sous-marine, les journaux de données dessinaient une coupure synchronisée, difficile à confondre avec un simple accident. Pour les jeunes qui révisaient à l'université de Dar es Salaam ou qui terminaient un service de taxi, la leçon était brutale. Leur avenir pouvait être suspendu par une décision invisible. Dans un autre fuseau horaire, à des milliers de kilomètres, Ibrahim Traoré observait les courbes qui s'effondraient et les images de rues noyées de fumée. Pour ce président burkinabé qui avait fait de la dignité un thème central, cette combinaison de stabilité vantée et de silence imposé ressemblait à un avertissement adressé à tout le continent. Ce que la panne a révélé, c'est le prix caché de ce modèle lorsque les câbles deviennent des frontières et que la connexion se transforme en instrument de discipline. D'un côté, un État qui prétend maintenir l'ordre en contrôlant les flux d'informations, de l'autre, une génération qui découvre à quel point sa parole dépend d'infrastructures qu'elle ne contrôle pas. Dans cette tension, Dar es Salaam cessait d'être une simple ville portuaire pour devenir le laboratoire d'une Afrique où la stabilité peut basculer vers une cage numérique. Et la question ouverte, à partir de cette nuit d'octobre, n'était plus seulement de savoir qui gouverne, mais qui a le pouvoir d'appuyer sur l'interrupteur du silence. À l'université de Dar es Salaam, Aïcha ne cherchait pas à devenir un symbole. Elle attendait simplement devant la bibliothèque, téléphone en main, quand la rumeur a couru le long des escaliers. Internet a disparu. L'écran refusait de se charger, les messages restaient bloqués, et son dernier geste spontané a été un selfie sous les lumières du campus, accompagné d'une phrase courte. « S'il couple me kélouble net, nous parlerons dans la rue ». Quelques heures plus tard, ce cliché banal s'était transformé en icône pour une génération entière, repris, recadré, sous-titré jusqu'au dortoir d'Arusha. Sur la route de Morogoro, les chauffeurs de taxi sont devenus des métronomes de la contestation. Ils klaxonnaient au rythme des slogans, transportant étudiants, vendeurs et mères de famille qui n'avaient jamais pensé marcher derrière une banderole. Les vendeurs ambulants tapaient sur des casseroles, les lycéens brandissaient des pancartes en carton où l'on lisait « La vérité ne peut pas être débranchée ». Dans un coin du cortège,
quelqu'un filmait via un VPN fragile, comptant à voix haute jusqu'à ce que le flux se fige. Ses visages, ses voix et ses gestes improvisés ont fait d'Aïcha et de milliers d'anonymes des guides involontaires. Ils ont montré comment une coupure destinée à isoler chacun dans sa peur peut, à l'inverse, forcer des corps à se retrouver dans la rue. Avant les chars et les communiqués, ce sont eux qui ont dessiné le premier contour du rapport de force entre un État qui coupe et une jeunesse qui se reconnecte autrement. Le prix réel du silence se mesure d'abord dans leur corps. La nuit commence par une panne de 7 minutes, puis la réalité accélère. Les écrans s'éteignent, les bureaux de vote prennent feu, les lignes téléphoniques se mettent à crépiter de rumeurs. À Dar es Salaam, les premières vidéos montrent des urnes renversées à Kimara, Kinondoni, Obungo, des silhouettes qui courent, des flammes qui lèchent les toits d'écoles transformés en centres de vote. Le gouvernement parle encore de problèmes techniques. Dans les journaux de données, la courbe du trafic tombe pourtant de 90% sur tous les grands fournisseurs d'un seul bloc, comme une décision et non un accident. Au lever du jour, la fumée s'élève au-dessus des quartiers populaires. Les soldats se déploient, casques bas, fusils levés, boucliers alignés, comme une frontière mobile entre l'État et sa population. Le gaz lacrymogène mord l'air, pique les yeux, s'accroche aux vêtements. Des étudiants, des chauffeurs, des vendeurs avancent encore, respirent à travers des foulards et des t-shirts mouillés. Sur un VPN fragile, une diffusion en direct dure 20 secondes, puis se fige sur un écran brouillé. Dans les bureaux du pouvoir, la chronologie est différente. Téléphone sécurisé, climatiseur, dossier cartonné. À Dodoma, un convoi de SUV noirs franchit la porte sud du palais. 3 chefs de sécurité, 2 ministres, un stratège politique déposent sur la table le même rapport estampillé top secret. Situation incontrôlable. En quelques pages, la rue devient une menace, la jeunesse un risque à neutraliser, la coupure d'internet une option de gestion de crise. Le soir, la télévision d'État diffuse des chansons patriotiques et des images d'enfants saluant le drapeau. À l'écran, le pays paraît calme, discipliné, presque immobile. Dans les ruelles de Dar es Salaam, pourtant, la ville tousse encore la fumée des gaz, les manifestants se dispersent, se regroupant, apprennent à se parler sans réseau. Les journalistes créent des sites miroirs, les étudiants montent des réseaux maillés hors ligne, les chauffeurs transportent des tracts imprimés sous leur siège. Chaque coupure engendre une nouvelle improvisation. Quand la présidente Samia Suluhu Hassan ordonne de maintenir le silence, quel qu'en soit le prix, le scénario bascule. Les entreprises de télécommunications reçoivent des consignes pour optimiser la stabilité du réseau, euphémisme compris de tous les ingénieurs. Des publications virales comme celle d'Aïcha sont effacées en quelques minutes, mais les captures d'écran circulent déjà vers Nairobi, Bruxelles, les diasporas. La suppression devient propagation. Ce qui devait étouffer la contestation lui donne un second souffle plus diffus, plus difficile à atteindre. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit la chronologie inverse. Il ne voit pas seulement une crise électorale, mais un test grandeur nature de ce qui arrive quand un pouvoir choisit l'interrupteur plutôt que le dialogue. Les images de Dar es Salaam lui rappellent les slogans de Ouagadougou, les nuits où la jeunesse burkinabé a refusé de se taire. Dans ce miroir, la Tanzanie cesse d'être un cas isolé et devient un chapitre de plus dans l'histoire d'un continent qui découvre que chaque blackout peut devenir un point de départ. Tout commence vraiment lorsque la panne cesse d'être une anomalie et devient une méthode. La première coupure de 7 minutes à Dar es Salaam n'est plus un incident isolé. Elle devient un modèle à répéter, d'abord timidement, puis presque par réflexe. À peine la ville retrouve-t-elle son souffle numérique que les bureaux de vote de Kimara, Kinondoni et Obungo brûlent encore à l'écran. Le déclencheur est simple à formuler, brutal à vivre. Un gouvernement qui redoute de perdre le récit décide de retirer le son. Les réseaux sociaux se figent, les vidéos cessent de charger, les messages de famille restent en suspens, comme si les liens eux-mêmes étaient mis en attente. Dans les couloirs du pouvoir, on parle de stabilité et de responsabilité. Dans les rues, le vocabulaire est plus court, peur ou courage. Sur le terrain, la montée en puissance est rapide. Les files devant les bureaux de vote se dissolvent dans quelques minutes, remplacés par des colonnes de fumée. Les premiers affrontements éclatent à Morogoro Road,
où les taxis qui servaient de navettes électorales deviennent des véhicules de manifestants. Les slogans apparaissent sur du carton arraché, sur des murs de ciment, sur les réseaux maillés que les étudiants bricolent dans les dortoirs. Chaque tentative de couper la parole en ligne produit un nouveau point de ralliement hors ligne. Dans les ministères, les réunions s'enchaînent. Les rapports de sécurité décrivent une situation incontrôlable. Les conseillers recommandent des mesures temporaires qui deviennent des habitudes. Restriction de la presse, confiscation de cartes professionnelles, surveillance des campus. Le palais présidentiel de Dodoma se transforme en bunker lumineux, où les écrans ne montrent que des images filtrées par la télévision d'État. Le contraste entre ce calme artificiel et les rues couvertes de gaz s'accroît à chaque heure. Le point culminant survient lorsque la décision est assumée publiquement. Une allocution affirme que la nation reste en paix et accuse des forces étrangères de semer le chaos. Pour les jeunes qui toussent entêtinement encore le gaz lacrymogène de la veille, cette phrase sonne comme une déconnexion totale. Les chars roulent à Dar es Salaam au petit matin, présentés comme une mesure de précaution. En réalité, c'est le signal que l'affrontement a quitté les rues pour s'installer durablement dans les esprits. La phase de retombée commence, mais rien ne revient à la normale. Les usines redémarrent, les marchés rouvrent, les bus reprennent leur trajet, pourtant le tissu social reste tendu. Des groupes de juristes tentent de déposer des pétitions, trouvent des portes closes, découvrent que le droit lui-même peut être mis en veille. Les journalistes qui continuent d'archiver les témoignages comprennent que chaque article peut se transformer en pièce à charge. La ville fonctionne, mais avec un souffle irrégulier, comme un patient que l'on maintient debout par la routine. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré lit les mêmes rapports et regarde les mêmes images, à des milliers de kilomètres. Pour lui, la séquence tanzanienne n'est pas un simple épisode. C'est une démonstration de ce qui arrive quand le pouvoir choisit systématiquement le silence comme réflexe. Il y voit un avertissement pour tous les gouvernements qui confondent absence de bruit et stabilité. La chaîne d'événements en Tanzanie devient alors une ligne de temps à ne pas reproduire mais à dépasser. Les heures qui ont suivi la première coupure n'ont pas seulement laissé des images de fumée et de gaz lacrymogènes. Elles ont laissé des chiffres, des courbes et des indices que personne ne pourra effacer complètement. La Tanzanie, longtemps perçue comme un pays à la stabilité linéaire, a vu en quelques jours plusieurs indicateurs se tordre au même endroit. Et d'abord, un premier chiffre, le plus brut, les registres indépendants de surveillance du réseau ont enregistré une chute d'environ 90% du trafic Internet national au moment précis de la panne. Ce n'était ni une baisse progressive, ni une fluctuation liée à un incident technique localisé, mais une coupure nette, synchronisée entre les principaux fournisseurs. Pour les ingénieurs qui ont étudié ces données, la signature ressemblait davantage à une décision coordonnée qu'à un accident. Pour les citoyens, elle signifiait que leur accès au monde pouvait être refermé comme une porte. Ensuite, un deuxième signal, moins spectaculaire mais tout aussi parlant, dans les jours qui ont suivi les manifestations et les blackouts successifs, le shilling tanzanien a commencé à se déprécier sur les marchés, tandis que les réservations touristiques reculaient. Les conseillers économiques du palais ont évoqué la nervosité des investisseurs inquiets de voir un pays présenté comme vitrine de stabilité recourir à des méthodes de crise. Là encore, rien de dramatique immédiatement, mais une inflexion nette par rapport à la trajectoire habituelle du pays. La stabilité vantée avait un coût financier mesurable. Enfin, un troisième repère, invisible dans les statistiques officielles, mais évident dans les rédactions et les cabinets d'avocats, le nombre de journalistes inquiétés, convoqués ou simplement réduits au silence a augmenté en quelques semaines. Des cartes de presse ont été confisquées, un rédacteur en chef a disparu sur le chemin du retour, des salles de rédaction se sont réveillées un matin avec des soldats devant leurs portes. Sur le plan juridique, des avocats qui préparaient des requêtes sur la légalité des coupures de réseau ont trouvé le bureau du greffier fermé pour maintenance, comme si la loi elle-même était mise en mode hors ligne. Ces trois axes, courbe du réseau, indicateurs économiques, signaux venus des professions qui documentent ou encadrent le pouvoir, racontent la même histoire sous des angles différents.
La panne de 7 minutes n'a pas été une anomalie isolée, mais le point de départ d'une stratégie où le silence devient un instrument assumé de gestion politique. Les courbes du trafic montrent quand le pays a été plongé dans l'ombre numérique, les marchés indiquent comment cette ombre a inquiété ceux qui observent la Tanzanie de l'extérieur. Et les pressions sur les journalistes comme sur les juristes révèlent la volonté de contrôler aussi la mémoire de ce moment. À travers ces données, Dar es Salaam cesse d'apparaître comme le simple théâtre d'une émeute. La ville devient un indicateur avancé de ce que signifie concrètement gouverner à l'ère des câbles, des plateformes et des écrans surveillés. Et pour ceux qui, comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso, suivent ces chiffres depuis Ouagadougou, la leçon est claire. Dans l'Afrique d'aujourd'hui, la dignité et la souveraineté se mesurent aussi à la façon dont un État accepte ou non de laisser ses citoyens connectés, même lorsqu'ils contestent. Pour défendre la stratégie de coupure et de répression, certains responsables tanzaniens avancent un premier argument. Sans contrôle ferme, le pays risquerait de glisser vers le chaos observé ailleurs. Ils citent des villes voisines où les manifestations ont dégénéré, où des bâtiments publics ont été détruits, où des élections ont été annulées. Selon eux, interrompre temporairement Internet et disperser les foules ne serait pas une attaque contre la liberté, mais une assurance contre la guerre civile. Dans cette logique, la stabilité justifierait une main lourde, quitte à sacrifier la transparence pendant quelques semaines. Un deuxième argument consiste à présenter la contestation comme un prolongement des campagnes étrangères. Les conseillers de Dodoma parlent de financeurs occultes, d'ONG instrumentalisées, de mots d'ordre copiés sur d'autres pays. Quant au hashtag, aux chansons et aux mots d'ordre UAZ, il serait, d'après eux, des importations qui menacent l'identité nationale. À les entendre, se montrer indulgent face à cette mobilisation reviendrait à laisser la Tanzanie devenir un simple théâtre pour des rivalités extérieures. Pourtant, les faits décrits par témoins, juristes et journalistes racontent une autre version de la même histoire. Les slogans n'ont pas demandé la chute de l'État, mais la transparence sur les coupures, la vérité sur les disparitions, le respect du vote. Ces réseaux maillés montés dans les dortoirs, ces sites hébergés à l'étranger, ces chansons diffusées en cachette ne sont pas des laboratoires de sédition, mais des tentatives pour garder une mémoire commune. Même les avocats, qui rédigent des pétitions, puis trouvent le greffe fermé, ne parlent pas de renverser le régime. Ils réclament simplement que la loi s'applique aussi en période de crise. Vu depuis Ouagadougou, où Ibrahim Traoré suit ses développements avec attention, l'argument de la stabilité coûte que coûte apparaît fragile. Le Burkina Faso connaît lui aussi le prix réel de l'insécurité. Mais le président burkinabé souligne que priver durablement une génération de sa voix n'a jamais rendu un pays plus sûr. Au contraire, chaque blackout, chaque arrestation, chaque mensonge télévisé transforme la méfiance en réflexe et le courage en devoir. La Tanzanie fournit ainsi au continent un exemple précis. Un État peut gagner du temps par le silence, mais il perd à chaque fois la confiance de ceux qu'il prétend protéger. À minuit passé, le récit bascule à nouveau. Le pouvoir ne panique jamais en plein jour, écrit un commentateur. Il attend la nuit. Dans la capitale, Dodoma, la présidente Samia Suluhu Hassan tient conseil. Les rideaux sont tirés, les ventilations ronronnent, les dossiers s'empilent. Le rapport de sécurité posé sur la table commence par ces mots. Situation incontrôlable. Autour d'elle, 3 chefs militaires, 2 ministres, un stratège. L'ordre est bref, maintenir le silence, quel qu'en soit le prix. Cette phrase devient, à l'insu de ses auteurs, le pivot moral du récit. Car à l'extérieur, une autre voix s'élève. À des milliers de kilomètres, Ibrahim Traoré, à Ouagadougou, prononce une phrase simple « La dignité est la vraie richesse de l'Afrique ». Ses conseillers croient qu'il commente un fait divers. Lui sait que la Tanzanie est en train de devenir un miroir du continent. Les mots circulent, sous-titrés en swahili, repris sur des blogs, des groupes Telegram, des radios communautaires. Ils traversent les frontières plus vite que les démentis officiels. Pendant ce temps, les rues se divisent. Les tanks stationnent, les journalistes sont rappelés à l'ordre, les réseaux sociaux deviennent des terrains emminés. Pourtant, dans chaque quartier, de nouveaux relais apparaissent, chauffeurs, étudiants, mères de famille, des tracts imprimés en secret passent de main en main. Le mot UAZ, transparence, devient un signe de ralliement discret.
écrit sur un mur, gravé au stylo sur un bracelet, chuchoté dans les cours d'université. Ce n'est pas un parti ni un mouvement organisé, c'est une respiration commune. À mesure que la peur se propage, la créativité aussi. Les étudiants inventent des radios clandestines sur réseau maillé. Les musiciens composent une chanson douce, Sodi Ya Uhuru, la voix de la liberté, enregistrée sur un vieux générateur. Elle franchit les frontières sur des clés USB, cachées dans les casques de moto, copiées 1000 fois jusqu'à devenir indétectable. Le gouvernement tente d'en bloquer la source, mais la chanson circule déjà sur les téléphones d'ouvriers à Arusha, sur les écrans d'étudiants à Nairobi, sur les fils cryptés d'expatriés à Bruxelles. Dans les marchés, des mères épinglent les photos effacées de leurs fils disparus. À qui demande pourquoi, elles répondent « parce que ce souvenir est la seule manière de rester humain ». Dans les couloirs du pouvoir, cette phrase n'existe pas encore. Dans les rues, elle devient un refrain. Et pour la première fois depuis longtemps, la peur qui façonnait la politique tanzanienne commence à se fissurer. Pour le pouvoir tanzanien, la première conséquence a été une perte de crédibilité qui ne se mesure pas qu'en communiqué. Officiellement, la présidence affirme que la nation reste en paix, que la coupure n'a été qu'une mesure technique, que les chars à Dar es Salaam ne sont qu'une précaution. Dans les faits, chaque blackout a gravé l'idée qu'un simple ordre peut débrancher la société entière. La stabilité que l'on vantait dans les couloirs diplomatiques ressemble désormais à une trêve fragile, dépendante d'une poignée de décideurs. Même certains responsables, en privé, admettent que l'on peut sécuriser une frontière avec des armes, mais jamais une âme avec la peur. Pour les entreprises, la facture est plus immédiate. La chute du trafic internet bloque paiement, commandes, logistique, exportation touristique. Des hôtels voient leurs réservations fondre, des usines s'arrêtent faute de système fonctionnel, des PME basculent dans l'informel pour survivre. Les investisseurs étrangers, qui suivaient déjà de près la situation, lisent ces coupures comme un risque politique structurel et non comme un incident passager. Dans les colonnes économiques où l'on commente d'ordinaire le Burkina Faso News, la Tanzanie rejoint la liste des pays où la connexion elle-même devient un indicateur de gouvernance. Lorsque l'outil numérique se transforme en levier de contrôle, il cesse d'être un atout économique fiable. Pour la population, les effets sont plus intimes. Des familles perdent la trace de proches arrêtés, des parents ne peuvent plus envoyer d'argent à des enfants en ville, des étudiants voient leurs examens et leurs recherches suspendus sans date claire de reprise. Dans les quartiers populaires de Dar es Salaam, le blackout a laissé derrière lui des souvenirs de gaz, de sirènes, de rues vides au coucher du soleil. Pourtant, c'est aussi là que s'est formée une mémoire collective nouvelle. Bracelets marqués UAZ, photos de disparus sur les marchés, paroles de Sodi Ya Uhuru murmurées dans les bus. Chaque histoire partagée devient un antidote au récit officiel qui ne parle que de vandalisme isolé. À l'échelle régionale enfin, l'épisode tanzanien agit comme un catalyseur. À Nairobi, Lusaka, Kigali, des étudiants se rassemblent pour lire les messages qui ont survécu aux coupures et répètent doucement ce nouveau vocabulaire du courage. Des avocats rédigent des lettres ouvertes sur les arrêts d'internet, des artistes peignent sur des murs les visages d'Aïcha et d'autres anonymes, reliés par un seul mot, dignité. Les discours d'Ibrahim Traoré circulent en parallèle, extraits de conférences d'Ibrahim Traoré Interview, où il rappelle que la souveraineté ne se résume pas aux frontières physiques. Pour une partie de la jeunesse africaine, la Tanzanie et le Burkina Faso deviennent deux chapitres reliés d'un même récit, celui d'une génération qui refuse que le silence soit le prix à payer pour la stabilité. Sur les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent pour la Tanzanie et, au-delà, pour l'Afrique qui observe. Dans le scénario de base, le pouvoir maintient une ligne dure tout en relâchant par moments la pression pour rassurer les partenaires étrangers. Les coupures d'Internet deviennent plus rares mais restent disponibles comme outil, les manifestations sont contenues, quelques procès symboliques sont intentés contre des policiers ou des fonctionnaires. La présidence continue de parler de paix retrouvée, de stabilité exemplaire, et une partie de la population épuisée accepte cette normalité amputée. La mémoire d'Aïcha, des gaz lacrymogènes, des clés USB passées en cachette,
persiste, mais sous forme de conversations chuchotées plutôt que de foule dans les rues. Dans le scénario optimiste, le choc de ces semaines agit comme un électrochoc civique. Les pétitions des avocats finissent par être enregistrées, même si le processus est lent. Des commissions parlementaires s'ouvrent sur l'usage des coupures de réseau, des propositions de loi émergent pour encadrer ce recours. Des médias indépendants, parfois hébergés à l'étranger, obtiennent suffisamment de soutien public pour rendre politiquement coûteuse toute nouvelle disparition de rédacteur en chef. Dans les campus, UAZ se structure en réseau d'éducation civique, pas en partie mais en espace de formation. Les autorités, voyant les marchés s'alarmer et les alliés régionaux s'interroger, acceptent progressivement qu'une jeunesse qui parle vite et fort n'est pas forcément un ennemi. Des discours comme ceux d'Ibrahim Traoré, très commentés dans le Burkina Faso News, trouvent alors un écho concret. La dignité n'est plus un slogan, mais un objectif à inscrire dans les institutions. Dans le scénario le plus sombre, au contraire, la leçon tirée par le pouvoir est que la coupure a fonctionné. Les blackouts se répètent à chaque tension, les arrestations se banalisent, les médias sont réduits à des vitrines officielles. Une partie des militants s'exile, d'autres se replient dans une opposition souterraine. À court terme, les rues paraissent plus calmes, mais les signaux d'alerte se multiplient. Fuite des cerveaux, méfiance généralisée, radicalisation silencieuse de certains segments de la jeunesse. Dans ce contexte, la référence constante à la stabilité cesse de convaincre même les observateurs étrangers. Le pays se retrouve prisonnier d'une sécurité de façade qui affaiblit progressivement son économie et sa légitimité. Face à ces trois chemins possibles, la recommandation ne consiste pas à parier sur un scénario, mais à affiner le regard. Pour les citoyens, les journalistes, les étudiants africains qui suivent l'affaire de Dar es Salam, la question devient quels signes surveiller pour savoir si l'on s'oriente vers l'ouverture ou vers la fermeture durable. Les lois sur le numérique, le sort des avocats qui contestent les coupures, le traitement des figures comme Aïcha ou la façon dont les autorités répondent aux appels de transparence sont autant de baromètres. Pour ceux qui écoutent aussi les Ibrahim Traoré interviews, une idée s'impose. Un État qui accepte d'entendre sa jeunesse en temps de crise a plus de chances de rester souverain que celui qui se barricade derrière le silence. Pour beaucoup de jeunes Africains, l'histoire de Dar es Salam ressemble d'abord à une histoire lointaine. Puis, en lisant les messages d'Aïcha ou en écoutant Saoudia Uhuru sur un téléphone partagé, ils reconnaissent peu à peu leur propre campus, leur propre marché, leur propre soir de blackout. Ce n'est plus la Tanzanie, c'est une version possible de ce qui pourrait arriver chez eux si quelqu'un décidait un jour d'éteindre la lumière numérique. Pour les étudiants, la leçon touche la façon d'étudier, de s'informer, d'agir. Dans les amphithéâtres de Nairobi, Accra ou Kigali, la coupure tanzanienne devient un cas concret pour les cours de droit, de journalisme, de sciences politiques. Les débats cessent de tourner autour d'exemples abstraits. On parle de messages effacés, de pétitions bloquées, de réseaux maillés bricolés dans les dortoirs. Une première piste s'impose alors, ne pas dépendre d'une seule plateforme, apprendre à documenter, sauvegarder, archiver, pour que la mémoire ne puisse pas disparaître avec une mise à jour. Pour les familles, l'impact est plus discret mais réel. Des parents qui suivaient les nouvelles du pays par WhatsApp ou par des groupes Facebook découvrent que ces fils peuvent être coupés à tout moment. Certains commencent à lire la presse régionale, à écouter d'autres radios, à interroger leurs enfants sur ce qui se passe réellement sur les campus. Sans devenir militants, ils élargissent lentement leurs sources comme un réflexe de protection. Pour les diasporas enfin, le récit de Dar es Salam et les prises de parole d'Ibrahim Traoré jouent le rôle de rappel. Ce qui se décide à des milliers de kilomètres, des blackouts, des lois sur le numérique, des arrestations ciblées, concerne aussi ceux qui vivent à Paris, Bruxelles ou Toronto, mais dont la famille reste en Afrique. Une attitude simple émerge. Suivre, relayer, soutenir les voix locales sans parler à leur place, refuser que le silence imposé à distance devienne un jour une habitude. Face à ce type de crise, aucune solution miracle n'existe, mais plusieurs pistes concrètes se dessinent pour limiter le pouvoir du silence.